Bonjour à tous. Je suis Olfa Malèche, je suis membre du directoire de Neuflis OBC et responsable du pôle produits, solutions et conseils. Avec Olivier Ringard, notre directeur des investissements, nous avons le plaisir d'accueillir pour ce webinaire aujourd'hui Monsieur Bertrand Badret. Bonjour Bertrand. Bonjour Alpha. Bertrand va partager avec nous aujourd'hui sa lecture de la crise actuelle et la vision du monde d'après Covid. Il va faire un focus particulier sur le financement de la reprise et notamment sur le rôle que peuvent jouer les entreprises, les investisseurs et toutes les parties prenantes dans une relance verte et inclusive. Mais avant de commencer, je voulais rappeler votre parcours, Bertrand. Vous avez un parcours exceptionnel qui combine finance traditionnelle et finance responsable. Vous avez été directeur général de la Banque mondiale. Vous avez également été directeur financier des groupes Crédit Agricole et Société Générale. Vous avez été conseiller pour l'Afrique et le développement auprès du président Chirac. Et depuis 2017, vous avez fondé et vous êtes aujourd'hui à la tête d'un fonds d'investissement à impact qui s'appelle Blue Like an Orange. Nous sommes également fiers de vous compter parmi les membres de notre comité des experts RSE qui nous conseillent dans notre stratégie de banque responsable. Voilà un petit peu rapidement votre parcours. Avant de commencer ce webinaire par les questions, je voulais rappeler que nos auditeurs peuvent également poser leurs questions dans la petite fenêtre en bas de leur écran tout au long de ce webinaire et qu'on essaiera de répondre à ces questions en deuxième partie de session. La première question par laquelle on souhaite commencer, Bertrand, c'est la suivante. Que pensez-vous de la gestion de la crise qu'on a traversée et quels enseignements pourrait-on en tirer à ce stade? Alors, il y a eu du très bon et du très décevant. Il y a eu du très bon, la réaction économique a été excellente, elle a été instruite par la crise précédente de 2008-2009. J'ai eu l'occasion de le dire et de l'écrire. Les banques centrales et les gouvernements ont fait en quelques semaines ce qu'ils avaient mis quelques années à faire en 2008-2009. Donc, ils ont ressorti des étagères le manuel de l'époque et ils ont mis ça en force extrêmement rapidement, extrêmement simplement, sans aucun état d'âme. Ça a été vraiment mars-avril, et en Europe et aux États-Unis, la même réaction. Il y a eu quelques faux pas de la BCE au début, mais ça n'a pas duré et tout le monde s'est aligné autour du whatever it takes, qui avait été le mantra de Mario Draghi en 2012, qui avait permis de sortir de la crise de l'euro. Donc, encore une fois, du côté très positif, on a mis en place tout ce qu'il fallait pour que l'économie ne s'effondre pas, et elle ne s'est pas effondrée. Donc ça, c'est très positif. Du côté du décevant, en revanche, on a une crise qui est vraiment mondiale. C'est la première fois qu'on a plus de la moitié de l'humanité qui a été confinée pendant quelques semaines entre mars et avril. On a un virus dont on continue à suivre le cheminement autour de la planète, qui est plutôt en train de continuer à progresser. On disait dans la partie décevante, on a une crise qui est véritablement mondiale. Vous m'entendez? Tout à fait. Oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez? Donc je disais, oui, on à une crise qui est véritablement mondiale, pour la première fois dans l'histoire de notre planète, on a eu plus de la moitié de la population qui a été confinée au même moment. On a une crise sanitaire mondiale, une crise économique mondiale, et on n'a pas été capable d'avoir une réponse mondiale. Ça, c'est une énorme différence par rapport à ce qu'on a pu vivre en 2008, 2009, 2010. Après la faillite de Lehman Brothers, les États se sont réunis. On a réuni le sommet des chefs d'État du G20 très rapidement. Des décisions ont été prises et on a recréé de la confiance. Cette fois-ci, rien de comparable. Quelques exemples. Le G20 a fini par se réunir. Alors en visio, c'était moins spectaculaire. Et alors que les Nations Unies ou la Banque mondiale chiffraient les besoins des pays émergents à 2500 ou 3000 milliards, le G20 est arrivé avec une proposition de suspension du service de la dette pour quelques mois pour les pays les plus pauvres, représentant une quinzaine de milliards.
C'est tout ce qu'on a eu comme effort international. La France et d'autres ont essayé que le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunisse au niveau des membres permanents pour voir si on pouvait organiser un cessez-le-feu planétaire dans toutes les zones de conflit. On était incapable de faire ça. Donc on voit bien qu'on a une dislocation internationale qui préexistait à cette crise, qui a été d'une certaine manière renforcée, voire accélérée par cette crise, notamment autour des relations entre les États-Unis et la Chine. Donc d'un côté, du côté positif, les manuels d'économie ont bien fonctionné, l'économie ne s'est pas effondrée. Du côté négatif, on a une coordination internationale qui n'est juste pas à la hauteur, ni du point de vue économique, ni du point de vue sanitaire. On peut critiquer l'OMS, mais effectivement que les États-Unis prennent comme réponse le fait de suspendre leur contribution à l'OMS en pleine crise sanitaire est quelque chose d'un peu surréaliste. Voilà. Alors l'autre point positif quand même, c'est que l'Europe qui était partie de manière un peu difficile. On a vu les tensions notamment sur les difficultés de certains États à apporter de l'aide à l'Italie et à l'Espagne. Finalement, l'Europe, cas un cas, comme j'allais dire presque à chaque fois, retrouve ses marques. On a des débuts de conversation qui devraient, j'espère, se conclure au sommet des chefs d'État, le premier aussi en personne, le 17-18 juillet, pour savoir si l'Europe va avoir une réponse commune et si l'Europe, pour la première fois, va émettre significativement sur les marchés pour le compte de tous ses membres. Ça, c'est un énorme changement. Donc voilà, au total, on est en train d'émerger. Les chiffres de la croissance repartent en France et en Europe. Aux États-Unis, c'est plus compliqué, comme vous avez dû le voir. Le pire, d'un point de vue économique, est probablement à venir. On va voir le contre-coup dans la fin de l'année. Mais le système n'a pas craqué. Il n'a pas fait la preuve de sa coordination, mais il n'a pas craqué. Et donc, au total, c'est un bilan qui est en demi-teinte. Bonne nouvelle, on n'est pas mort. Mauvaise nouvelle, on a plutôt régressé collectivement. Alors, quand on regarde les premières leçons ou les tendances qu'on peut en tirer, là aussi, on a beaucoup phosphoré, particulièrement en France, mais pas seulement, sur le fameux monde d'après. Vous savez, quand on est confiné chez soi, on a envie d'imaginer ce qui se passe dehors, d'avoir une baguette magique et dire d'un seul coup, on va avoir un monde qui sera inclusif, résilient, durable, généreux, etc. Bon, c'est très bien que ça marche pas comme ça, mais il faut pas non plus être comme les cyniques qui disent de toute façon, ça sera comme d'habitude, ça sera pareil en pire. Donc, voilà, il faut qu'on retrouve la réalité, et je crois qu'il s'est déjà passé des choses, il va s'en passer d'autres. C'est vrai d'un point de vue technique avec le bond en avant du numérique. Hein, tout le monde a expérimenté à des degrés divers le télétravail, par exemple. Ça, c'est un changement. On en parlait du bout des lèvres depuis 30 ans et brusquement, ça s'est fait. Il y a un certain nombre de commerçants qui ont dû fermer leurs boutiques et qui ont fait des vitrines virtuelles. Enfin, il y a toute une série de choses qui se sont accélérées. Donc ça, c'est un changement très, très important. Dans ce qui s'est passé aussi, c'est qu'après avoir regardé les premiers chapitres de leur manuel d'économie, les acteurs regardent des nouveaux chapitres. On a beaucoup de choses à traiter et c'est important pour ceux qui sont en ligne. Il y a des débats très très compliqués sur l'inflation, des débats très compliqués sur le niveau des taux. Est-ce qu'on va rester avec des taux zéro pendant 10 ou 20 ans et qu'est-ce que ça veut dire? Des débats compliqués sur la productivité. Si on rentre dans un univers de services, est-ce qu'on peut espérer des gains de productivité? Et dans ces cas, qu'est-ce que ça veut dire pour la croissance? Et puis évidemment la question majeure de la dette, avec les nouvelles théories monétaires qui sous-entendent qu'effectivement l'argent c'est pas un problème puisqu'on peut toujours en imprimer. Donc on voit bien qu'on se retrouve avec un monde d'après qui nous laisse quand même plus de questions que dans le monde d'avant et que qu'on le veuille ou non, on va quand même devoir s'atteler à répondre à ces questions. Alors c'est à la fois le moment et pas le moment. On a réussi entre guillemets et ça dépend des pays. Et il y a encore des pays qui sont en plein cœur de la crise. À arrêter la pandémie, en tout cas en Europe. Aux États-Unis, c'est un peu plus difficile. On est dans la phase de relance. Alors, on a plutôt une approche saucisson. On a traité l'automobile, l'aérien, le tourisme, la culture, etc. On voit pas encore très bien comment tout ça fait système. Et derrière, il faut s'inscrire dans l'éducation à montrer. C'est les limites d'un modèle qui place l'optimisation au cœur. Et encore une fois, nous tous en ligne et moi-même, on a été biberonnés à cette idée qu'il fallait optimiser en toutes circonstances, toujours et partout. Et effectivement, c'est la contrepartie, c'est qu'on prend le risque du maillon le plus faible. Vous savez, c'est l'incident d'Apollo qui était dû à un petit boulon. Tout était bon, mais il y a un boulon qui a cassé. Et ben là, on a vu que quand on avait des chaînes de valeur, des processus de production, une confiance trop grande dans les mécanismes de marché qui devraient toujours marcher, ben qu'à un moment donné, quand on n'a plus de confort dans le système, plus de coussin,
Quand on a trop d'optimisation et quand ça casse quelque part, on se retrouve fragile. Et donc, il faut probablement à minima rééquilibrer optimisation et résilience. Et donc ça, c'est un des sujets importants pour la suite. Alors après, là aussi, il y a tout le spectre des propositions, depuis la décroissance absolue jusqu'à est-ce qu'on peut relocaliser quelques productions stratégiques. Là, vous avez un panorama absolument énorme. J'ai compris que la Convention citoyenne, j'ai suivi ça d'assez loin, avait aussi mis quelques idées sur la table. Donc voilà à peu près où on en est. J'ai répondu un peu de manière impressionniste à votre question, mais je pense qu'on se retrouve finalement avec un certain nombre de questions qu'on avait avant, que la crise a confirmé, révélé ou accéléré. Et le fait qu'on soit vivant nous permet de voir pour la suite ce qu'on veut en faire. Ok, c'est très clair, merci beaucoup. Du coup, justement, si on parle de la reprise et de l'après, on ne peut pas s'empêcher de parler de financer cette reprise. Ma deuxième question, elle est au sujet justement de la finance durable. À votre avis, dans quelle mesure cette finance durable peut apporter une partie de la réponse ou de la solution aux problèmes actuels? On vous a perdu, Bertrand, si vous pouvez reprendre la réponse depuis le début. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, vous êtes revenu en son et en image, du coup. Bon, écoutez, je sais pas, j'ai bougé d'une pièce. Il y avait peut-être des... Bon, je suis confus pour nos auditeurs, je me replace bien, voilà. Donc, je disais sur la finance durable, il y a deux types de finance durable. Celle qui nous est familière depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, dans le cas de l'ISR, de l'investissement socialement responsable, par exemple. On peut prendre l'exemple des obligations vertes que la Banque mondiale a lancées il y a maintenant 12 ou 13 ans, en 2007-2008. Les principes ESG, les principes de l'investissement responsable, tout ça, c'est 8, 10, 15, 20 ans. On voit à peu près. Et c'est resté relativement marginal, même s'il y a eu une accélération ces dernières années. Donc ça, c'est la finance responsable qui est la poche de côté dans laquelle on dit, tiens, je vais faire un peu de finance responsable. Et la vraie question, c'est est-ce que cette finance responsable peut devenir la finance et pas seulement un aspect de la finance? Est-ce que, comme disent les anglo-saxons, on peut devenir mainstream, c'est-à-dire que toute la finance devienne responsable? Ça, c'est la question à 100 000 milliards de dollars qui va se poser pour les 20 prochaines années. On avait parlé en 2015, au moment des accords de Paris sur le climat, au moment des accords de New York sur le développement durable, de révolution silencieuse. Révolution silencieuse dans la finance, c'est une expression que j'avais employée avec Mark Carney, qui était à l'époque gouverneur de la Banque d'Angleterre, et qui signifiait, voilà, il se passe des choses dans la finance, il faut croire dans la finance. La réalité, c'est que 5 ans plus tard, c'est un peu moins silencieux, mais c'est toujours pas très révolutionnaire. Et donc, la question que vous posez, Olfa, c'est de savoir si il faut compter sur cette petite poche de finance responsable pour sauver la planète, ou est-ce qu'il faut transformer la finance pour que l'ensemble de la finance devienne responsable. Alors, il y a un certain nombre de difficultés bien connues aujourd'hui. La première qui effraie un peu tout le monde, c'est l'avalanche de mesures, de standards, etc. Alors, c'est à la fois très positif, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, les labels, tout ce qu'on entend un peu partout, mais en même temps, c'est parfois un peu stressant ou un peu déconcertant. C'est-à-dire quand on prend la mesure si on prend la finance à impact au sens strict, on aboutit à des calculs de l'ordre de 500 milliards de dollars. Les actifs financiers sur la planète, c'est 250 000 milliards de dollars. Et donc, sur ces 250 000 milliards de dollars, vous auriez 100 milliards qui sont à impact. Si on prend l'ESG, on est autour de 50 000 milliards. Mais l'ESG, c'est bien, c'est déclaratif. Les gens disent, je vais faire les choses bien. Mais on ne sait pas du tout s'ils les font vraiment bien. Il n'y a pas de mesure dans la durée. On ne sait pas ce qu'ils font, comment ils font et l'impact que ça. Donc, vous voyez, 500 milliards, 50 000 milliards, 250 000 milliards. Vous faites votre choix et c'est à la fois positif et ça rend un peu perplexe. L'avantage, c'est qu'on a une avalanche de bonne volonté, de choses qui se font et je suis ravi de travailler avec vous, Olfa, avec les experts. Vraiment, la stratégie que vous déployez est très bonne. Les limites de ça, au niveau de la finance plus générale, c'est que la bonne volonté, c'est bien, mais c'est très fragile. C'est-à-dire que si un dirigeant change, il peut dire moi je suis moins d'accord, c'est pas enraciné. Et puis par ailleurs, il y a pas mal de petits malins qui se profilent là-dedans en mettant un coup de peinture et en disant regardez comme je suis responsable.
Et donc, tant qu'on n'a pas de normes adoptées pour lesquelles les gens ont confiance, et c'est important, il faut à la fois des normes et de la confiance, on n'y sera pas. Alors, ça veut dire quoi pour que la finance responsable joue un rôle majeur pour la suite? D'abord, il faut qu'on poursuive cette révolution. Il faut la poursuivre de manière exigeante. Je pense que c'est une leçon de la crise. Je pense que l'hypocrisie, ou ce que les anglo-saxons appellent le lip service, le service du bout des lèvres, vont être de moins en moins tolérés. Les gens qui vont raconter des histoires et faire le contraire, ça va être de plus en plus difficile à voir. Et on voit bien les tensions qu'il y a eu, par exemple, avec BlackRock, un des géants de la gestion d'actifs mondiale, où effectivement le président de BlackRock, Larry Fink, a une lettre que je pourrais signer, et avec des tensions sur sa pratique, la pratique de son entreprise. Donc là aussi, d'ailleurs, ils sont en train d'évoluer. Donc je pense qu'il y a un sujet très important. Et derrière ça, derrière ces attentes exigeantes, il faut qu'on travaille dans la durée, ça c'est un sujet à 5 ans, 10 ans, 15 ans, sur les normes comptables, les modes de rémunération, les obligations fiduciaires, le reporting, tous ces sujets-là qui font que la finance reste un peu mystérieuse et d'une certaine manière encore très ancrée sur les normes posées il y a une cinquantaine d'années, notamment par le grand économiste de Chicago, Milton Friedman. The social purpose of business is to make profit. L'objet de l'entreprise, c'est de faire du profit. On a décliné ensuite en valeur actionnariale. Et Jack Welch, emblématique patron général électrique, et l'association des patrons américains qui, en 1997, a dit l'objet de l'entreprise, c'est le profit, point barre. Il faut qu'on passe à un système, qu'on appelle de différentes manières, stakeholders capitalism. La même association de patrons américains qui, en 97, avait dit il n'y a que l'actionnaire, a sorti un papier en août l'année dernière pour dire maintenant il y a aussi les fournisseurs, les clients, les communautés dans lesquelles on vit, etc. On voit bien qu'il y a ce mouvement et qu'on n'en a pas tiré toutes les conséquences. Et il faut qu'on passe d'un système où l'objet de l'entreprise, c'est du profit, à un système où l'objet de l'entreprise est de trouver des solutions profitables pour la planète et ses habitants. Donc non pas de dire que le profit c'est mauvais, mais de dire que le profit se justifie par sa valeur sociale, par sa valeur pour la planète et ses habitants. Et ça veut dire que pour la finance durable, ça veut dire transformer les métriques. On avait, pour être un peu caricatural au 19e siècle, une approche qui était une approche de rendement, combien ça rapporte. On a sophistiqué le message au 20e siècle, et notamment dans la deuxième partie du 20e siècle, autour du modèle risque-rendement, risk-return en anglais. Tous les modèles sur lesquels on travaille sont fondés là-dessus. C'est là-dessus que j'ai travaillé. C'est comme ça qu'on investit aujourd'hui. On regarde l'équilibre risque-rendement. C'est comme ça que toute l'industrie financière s'est structurée. Le modèle d'équilibre des marchés financiers fonctionne. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on sophistique ce modèle en rajoutant une troisième dimension qui sera la dimension impact ou durable. Et qu'elle ne soit pas rajoutée, mais qu'elle soit intégrée dans les modèles. Et à partir de là, la finance, en intégrant tout ça, et notamment des sujets comme le risque environnemental, des sujets sociaux, etc., sans bouleverser le modèle, va être capable de répondre aux pressions qui existaient avant le Covid et qui sont renouvelées, et notamment la prise en compte de tout ce qui fait que le capitalisme fonctionne, qui est une société qui est à peu près saine, une planète qui n'est pas épuisée, une santé qui fonctionne, etc. Donc ça veut dire intégrer ce que les économistes appellent les externalités dans le modèle. Alors pourquoi est-ce que je suis optimiste que cette finance durable peut se transformer? Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent en ce moment, parce qu'il y a une pression de partie des gens en ligne, notamment dans les plus jeunes générations, mais pas seulement. Il y a un appétit pour ces sujets-là, et incidemment parce que les produits qui se référaient à ça ont plutôt bien résisté à la crise. Donc au total, oui, je crois que la finance durable est une des clés, mais pas la finance durable au sens où une petite partie de la finance va faire du bien, mais une partie où cette finance durable va être contagieuse avec l'ensemble de la finance. Et ça, c'est pour moi le sujet des 10-20 prochaines années, c'est de transitionner d'un modèle friedmanien, l'objet de l'entreprise et le profit, à un modèle où l'objet est un profit durable, parce qu'il répond aux besoins de notre planète et de ses habitants, pas parce qu'il répond à une logique de fin en soi. C'est clair, hein, je suis d'accord avec vous qu'en effet, tous ces sujets étaient sur la table depuis plus de 10 ans maintenant, mais ces mouvements étaient lents, extrêmement lents. Par contre, on remarque vraiment une accélération. Cette accélération, elle date pas de la crise, elle a été enclenchée bien avant, avec en effet des nouvelles réglementations, avec une nouvelle dynamique, avec une recherche d'authenticité et vraiment une lutte contre le greenwashing. Et pour vous donner une autre preuve, c'est qu'aujourd'hui, on remarque que l'investisseur privé, donc on parle plus des investisseurs institutionnels qui étaient déjà bien embarqués sur ce sujet,
L'investisseur privé aujourd'hui, il est de plus en plus sensible à ces sujets et il recherche cette troisième dimension que vous avez évoquée, le sens ou l'impact qu'il donne à ses investissements. Mais on sent qu'il y a besoin de l'accompagner, de le rassurer par rapport à tout ce que vous avez évoqué. Et ma troisième question, elle s'adresse aussi bien à vous qu'à Olivier Ringard, notre directeur des investissements, qui est beaucoup en contact aussi de nos clients. Quels sont les moyens aujourd'hui qu'on a pour accompagner et rassurer au mieux nos investisseurs par rapport à la finance responsable? Alors, je pense qu'en l'absence de cadre universellement reconnu et qui s'applique à tous, il faut être très transparent et très intègre. C'est-à-dire dire, voilà ce que je vais faire, reconnaître ses limites, et après, respecter ce qu'on dit. L'intégrité. Je pense que la valeur d'intégrité est une des valeurs qui va être absolument essentielle au XXIe siècle. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la démarche pour des institutions comme vous, comme pour tous ceux qui se préoccupent de ces questions-là. Alors évidemment, ça, c'est une condition nécessaire, c'est absolument pas suffisant. Et la difficulté à laquelle on est confronté, la première, c'est qu'il n'y a pas de maître du monde aujourd'hui. Quand on est passé dans le modèle que certains appellent néolibéral, peu importe son nom, il y avait un maître du monde anglo-saxon. François Mitterrand a essayé de résister en France 2 ans et a suivi. Ce maître du monde s'est imposé et les normes se sont imposées. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation. On a un monde qui est fragmenté. On a des États-Unis qui n'ont pas du tout envie d'imposer des normes universelles. On a des Chinois que ça préoccupe pas beaucoup plus que ça et une Europe qui se cherche. Donc c'est sûr qu'il va falloir faire sans maître du monde. Et ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille nous-mêmes, c'est-à-dire nous consommateurs, nous citoyens, nous investisseurs, nous entrepreneurs, nous collaborateurs dans les entreprises, etc. Mais ça veut dire aussi que les entreprises, et là, il va falloir que tout le monde se bouge. Et c'est pas très facile parce que comme on le sait bien, c'est toujours plus facile de parler du changement du monde que de se changer soi-même. Il y a une très belle citation là-dessus. Et c'est bien ça dont il s'agit aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on va plus loin? Il faut qu'on pousse les États. Je pense que l'Europe a une responsabilité particulière avec le Green Deal, avec la taxonomie, qui est ce travail que l'Europe a réalisé pour classer, notamment du point de vue climatique, les activités positives ou négatives. Donc, on a une vraie responsabilité en la matière. Et il faut qu'on construise là-dessus. C'est très important. Et qu'on travaille, comme je l'ai dit, sur qu'est-ce qui, dans notre réglementation, bloque. Ça aussi, il faut pas se raconter d'histoire. Et notamment la réglementation bancaire, la réglementation assurantielle, la réglementation des fonds de pension. Là aussi, on est un peu schizophrène. D'un côté, on passe son temps à dire il faut penser à long terme, mais en même temps, vous êtes banque centrale. Votre sujet, c'est que l'économie, elle tombe pas dans le fossé demain. Donc, vous avez cette espèce de préoccupation où d'un côté, la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, dit on va intégrer le climat, etc. Et en même temps, son sujet, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de crise cette année. Donc, on est constamment dans un va-et-vient entre le très court terme et le très long terme. Et je crois qu'il va falloir qu'à un moment donné, on se pose ces vraies questions. Quelles sont les priorités? Parce que de temps en temps, le long terme se rappelle à notre bon souvenir et la crise climatique va se rappeler à notre bon souvenir. Donc là aussi, il faut qu'on pousse et qu'on résolve nos propres contradictions. Et je parle pour moi aussi, hein. En tant qu'investisseur, est-ce qu'on est totalement aligné avec ce qu'on est en tant que consommateur, en tant que collaborateur, etc. Est-ce que, encore une fois, c'est juste une couche qu'on met sur un système ou est-ce qu'on est prêt à aller très au-delà? Débat que j'avais avec mes enfants, pour être très concret, il y a un certain nombre de grandes entreprises du textile qui sous-traitaient au Bangladesh, qui, avec l'arrivée de la crise du Covid, ont rompu unilatéralement leur contrat sans verser de compensation. Évidemment, c'est très mal. Mais est-ce qu'on va renoncer pour autant à acheter nos t-shirts à 1 euro? Voilà. Je pose une question basique, mais on a tous ce genre de petites difficultés à se regarder dans la glace quand on parle de ces sujets durables. Donc, il faut être à la fois très ambitieux et en même temps être un peu modeste dans ce qu'on est capable de faire soi-même. Mais je pense, comme vous l'avez dit, Olfa, le mouvement est engagé. On n'a pas passé le point de non-retour. Je pense que maintenant, il faut, comme vous le faites vous avec sérieux, enclencher, mais en étant transparent et intègre. Ne pas raconter n'importe quoi, parce que je pense qu'on le pardonnera de moins en moins. On est d'accord. Peut-être qu'Olivier pourra nous le confirmer en parlant justement de notre propre expérience. Oui, je vais essayer de faire ça. Je vais donner déjà quelques chiffres qui sont extraits d'une étude de l'IFOP qui a été conduite l'année dernière et qui indiquait plusieurs choses. D'abord, 65% des Français n'ont jamais entendu parler d'investissement socialement responsable. Ensuite, 60% des Français, pourtant, accordent de l'importance
à ces enjeux environnementaux, sociaux dans leurs problématiques de l'investissement. Et puis enfin, 89% des Français affirment que leurs conseillers ne leur ont jamais proposé, parlé d'offres socialement responsables. Donc si j'essayais de tirer une conclusion de ces chiffres-là, peut-être un peu simpliste, elle serait la suivante: l'offre ne rencontre pas la demande, ou la demande ne rencontre pas l'offre. Donc nous, ce que nous essayons de faire au sein de la Banque Neuflize OBC, ce sont trois choses. D'abord, on vient d'annoncer que l'on allait proposer en priorité à nos clients l'investissement socialement responsable pour tout client ayant un intérêt dans la gestion sous mandat. Ensuite, ce que l'on est en train de faire également, c'est de densifier notre offre. Et pour densifier notre offre, on est en train de proposer des solutions d'investissement ISR qui correspondent à tous les profils que les investisseurs sont susceptibles d'avoir, à tous les profils que nos clients peuvent avoir. Et puis enfin, on est également en train d'accompagner nos forces commerciales dans la compréhension de ce qu'est l'investissement socialement responsable, et dans l'approche également que nous avons retenue. Puisque, comme le disait Bertrand, certains peuvent mettre un coup de peinture, et donc il est effectivement très important d'être transparent sur ce qu'est l'investissement socialement responsable pour nous. Et donc, à titre d'exemple, je vais vous donner quelques éléments. D'abord, on sait que au sein de cet investissement socialement responsable, il y a différentes couleurs selon les institutions financières. Pour notre part, nous avons l'impression que nous avons un investissement socialement responsable de conviction. Et à titre d'exemple, quand vous regardez nos portefeuilles de gestion dit ISR, nous excluons le secteur pétrolier. Deuxièmement, il est important de rappeler la problématique de la performance. La problématique de la performance a été longuement discutée auparavant, et aujourd'hui, la grande majorité des études montrent que la gestion ISR, les performances d'un investissement socialement responsable, sont comparables à celles des performances d'un investissement classique. Et d'ailleurs, de par notre expérience, de nos 10 ans d'expérience sur cette gestion ISR, on s'aperçoit que la performance de notre gestion ISR est équivalente à la performance de notre gestion classique, et on observe même que nous avons une gestion du risque meilleure dans notre gestion ISR, et on observe même qu'au cours de ces derniers trimestres, la gestion ISR a plutôt surperformé la gestion classique. Et puis enfin, comme le disait également Bertrand, il est bien de parler de gestion ISR, mais il est également bien de montrer quel est l'impact de cet investissement socialement responsable. Et donc, il faut produire des reportings extra-financiers, ce sur quoi nous sommes en train de nous attacher. Donc, si j'essayais de synthétiser la manière dont nous répondons et la manière dont nous souhaitons accompagner nos clients dans leur transition vers l'investissement responsable, ce sont deux choses. D'abord, donner la priorité à cet investissement responsable, et puis ensuite, avoir une exigence de transparence importante. Et puis pour conclure, je vais donner un dernier chiffre. On s'aperçoit depuis le début de l'année que 2/3 de nos nouveaux mandats sont des mandats de gestion ISR qui démontrent tout l'intérêt que nos clients sont en train d'apporter à cet enjeu. Très bien, merci beaucoup à vous deux. Merci Bertrand pour votre éclairage d'homme de terrain, parce que c'est aussi ça qui est très intéressant dans votre expérience. C'est pas juste le côté concept ou théorie. Merci Olivier d'avoir aussi partagé des éléments concrets sur notre interaction avec nos clients. Il est vrai que l'engagement de Neuflize OBC pour une finance plus responsable n'est pas un phénomène nouveau, il est bien ancré dans notre ADN, mais je pense vraiment que la crise actuelle a été l'occasion d'accélérer l'alignement entre notre stratégie et l'aspiration, la nouvelle aspiration chez les clients aujourd'hui. On va maintenant passer à la session questions-réponses, si vous le voulez bien. Alors, je m'excuse par avance si on ne pourra pas répondre à toutes les questions,
mais on va les prendre dans l'ordre et Olivier va pouvoir justement commencer par les premières et on verra en fonction du temps qui nous reste si on arrivera à parcourir l'ensemble des questions ou pas. Donc voilà, Olivier, si tu peux commencer justement par les premières questions. Alors, je vais déjà en poser une qui est assez technique, qui est un peu technique et qui est justement sur la norme. On s'aperçoit il y a différentes manières d'approcher les entreprises et d'estimer leur impact sur ces enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et la question qui se pose, elle est double. C'est d'une part, comment accompagner nos clients dans cette compréhension de ces méthodologies qui sont différentes. Et puis ensuite, pensez-vous que l'on va avoir une harmonisation de ces méthodologies? Et si oui, se fera-t-elle via la puissance publique ou au contraire via la puissance privée via le marché? Donc une question un peu longue et un peu technique. Oui. Commencer par la fin. On a un double mouvement aujourd'hui, public et privé. Je parlais tout à l'heure de la taxonomie européenne, mais l'effort de taxonomie européenne, c'est vraiment un effort de recension des activités dans les entreprises qui sont positives ou négatives pour le changement climatique. C'est plusieurs centaines de pages et ça rentre de manière extrêmement détaillée. C'est une première approche. À l'autre extrémité, vous avez le positionnement d'acteurs privés. Alors là aussi, j'ai un phénomène qui est intéressant. Les efforts étaient à l'origine plutôt européens et sont en train d'être rachetés par les Américains. On a un peu parlé en France du rachat de Vigeo, qui était dirigé par Nicole Notin, par Moody's. Mais S&P a racheté la partie notation de Sam Robeco aux Pays-Bas. ISS, l'agence de proxy américaine, a racheté Oikon en Allemagne. Et donc, c'est à la fois positif, ça veut dire que les Américains qui ont le sens du marché ont compris que c'était quelque chose qui allait changer et donc investissent de manière très importante sur ces sujets-là. On peut se désoler en tant qu'Européens qu'on n'ait pas réussi à garder ça chez nous et à faire fleurir ça chez nous. La réalité, c'est qu'on aura une combinaison de facteurs publics, parce que les normes publiques vont aussi s'imposer aux investisseurs publics, comme les banques centrales, comme toute une série de gens qui ont une influence sur les marchés, donc c'est important. Et qu'on aura aussi une partie privée, notamment par ces grandes agences de notation ou de vote. Donc le système, il est pas figé. C'est pas forcément grave. C'est vrai que les esprits français aiment bien être cartésiens. Ils aiment bien qu'on leur dise ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas de maître du monde. On a un certain nombre de normes et de labels en France qui sont plutôt positifs. On peut construire dessus. C'est un début, ça suffit pas. L'AMF, je comprends, a lancé un certain nombre d'études pour vérifier que les choses se passent bien, et c'est bien, il faut rassurer le consommateur investisseur. Donc il faut poursuivre dans cette voie, mais pas se désoler qu'on n'ait pas du jour au lendemain un système qui s'impose à nous. C'est vrai de la plupart des marchés, vous avez plusieurs standards qui peuvent cohabiter durablement ou qui convergent vers un standard. Ça va prendre 5 ans, 10 ans. Je pense pas que ça soit si grave. Encore une fois, tant qu'on sait ce qu'il y a dans la boîte et qu'on peut vérifier que ce qu'il y a dans la boîte est conforme à l'étiquette, moi, on peut vivre avec pour l'instant. Et donc, il faut pas se désoler. Et c'est pour ça, on en a beaucoup parlé dans nos propres discussions. Votre approche est bonne de dire, voilà, nos mandats se définissent comme ça, voilà ce qu'on fait, comment on le fait. Et là aussi, il y a toute une gamme de choses. Ça va de je n'investis plus dans les énergies fossiles à je cherche un impact positif que je mesure. Il y a toute une gamme. Il y avait un rapport de recherche très intéressant de JP Morgan, pardonnez-moi de citer un concurrent aujourd'hui, sur l'ESG au début de l'année. Et de manière intéressante, il regardait quelles étaient les entreprises qui étaient les plus présentes dans les portefeuilles ESG aux États-Unis et en Europe. Et c'était troublant parce que dans les portefeuilles américains, vous alliez retrouver Facebook, Google, Amazon, etc. et JP Morgan. Et dans les portefeuilles européens, vous retrouvez Total, par exemple. J'ai rien contre Total. Vous voyez, donc on n'est pas encore à une phase de complète maturité. Vous voyez, encore un peu à boire et à manger dans les critères ESG. Et il faut bien garder à l'esprit qu'on n'est pas arrivé à un système qui est stabilisé. Il faut pas s'en désoler, mais comme je vous l'ai dit, il faut continuer à être exigeant pour que ce système progresse. D'accord.
Merci. Je vais prendre une deuxième question sur tous les échanges que vous avez sans doute pu avoir au cours de votre carrière, et en particulier sur les échanges que vous avez pu avoir avec les nouvelles générations. À quel point sentez-vous que les nouvelles générations sont conscientes de ces enjeux-là, et peuvent-elles être moteurs dans cette accélération que vous entrevoyez pour les années à venir? Alors, elles peuvent être pour l'instant prescripteurs, parce que c'est en général pas elles qui ont l'épargne. Je me souviens quand je présentais mon fonds à un gros family office français d'ailleurs, qui me disait, écoutez, nous, la génération aux commandes, ils sont pas encore très chauds. La génération d'après, revenez, ils sont chauds bouillants. Donc, on voit bien les tensions générationnelles. Alors, ça va peut-être être accéléré par la crise, que les gens ayant passé plus de temps entre eux à discuter vont peut-être discuter aussi de ces sujets-là. Oui, je crois qu'il y a vraiment un changement très significatif. Alors, je ne sais pas si la rupture est à 35 ans, à 40 ou à 30 ans, mais entre des générations qui ont vu la crise de 2008, qui ont vu qu'on n'a pas fait grand-chose derrière, qui comprennent de manière immédiate ce que veut dire le changement climatique, qui sont très sensibles à la croissance des inégalités, qui voient les tensions politiques et sociales un peu partout, et qui disent c'est pas possible. Je le vois à la maison avec mes enfants, c'est un microcosme, mais quand je fais des conférences, etc., il y a vraiment, il n'y a pas besoin de faire de dessin. C'est spontané, c'est immédiat. Alors la question que posent les gens, c'est est-ce que quand ces gens-là seront en charge de leur patrimoine, ils seront pareils? Ça, c'est une question importante. Je l'espère. Mais c'est ça le sujet. On voit bien qu'il y a cette poussée de sève extrêmement forte des plus jeunes générations, qui n'a aucun état d'âme sur aucun de ces sujets-là, mais qui n'est pas encore en charge. Donc c'est ma responsabilité, notre responsabilité, c'est quand même de faire en sorte que quand ils soient en charge, ils restent fidèles à leurs convictions et qu'on leur passe le bébé dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas eu de casse ou trop de casse avant qu'on leur passe. D'accord. Là, on va rebasculer sur un sujet un peu plus technique et sur l'approche États-Unis versus l'approche européenne. Quand on voit de loin ces deux approches, on a l'impression que l'approche américaine va être une approche sans doute pragmatique, alimentée par la sphère privée, alors que l'approche européenne sera peut-être une approche qui sera alimentée par la sphère public, à l'image de ce que l'on veut faire avec le plan Green de la Commission européenne. Comment voyez-vous les choses et quelle est la meilleure méthodologie, si je puis dire, pour répondre à tous ces enjeux au cours des années à venir? Alors, je sais pas s'il y a une meilleure méthodologie. Après, chacun a sa propre histoire, sa propre culture, sa propre manière de faire, qu'il faut pas systématiquement contraster ou opposer. C'est vrai que il y a une influence publique qui est importante en Europe. C'est vrai qu'il y a une culture du durable en Europe, notamment en France, notamment dans le Benelux, notamment en Scandinavie ou en Allemagne, qui est beaucoup plus ancrée que nulle part aux États-Unis. Donc on peut construire là-dessus. Je pense qu'on a un rôle très important à l'avenir et un rôle de contagion. C'est-à-dire que dans un monde, là aussi en étant un peu simpliste, où il faut choisir son camp, j'espère qu'on n'est pas là, mais malheureusement j'ai l'impression qu'on se dirige où il faut choisir soit États-Unis, soit Chine, il est important que l'Europe propose une alternative et propose un système alternatif. Donc je pense qu'on a cette capacité, il ne faut pas se minimiser. Le sujet du Brexit vient compliquer un tout petit peu l'équation avec la séparation de Londres du cœur du continent. Aux États-Unis, cette préoccupation existe. Il y a des investisseurs durables. Vous savez, Al Gore avait créé son propre fonds après son film et son prix Nobel Génération. Il y a quelques belles initiatives, mais pour l'instant, ça reste encore extrêmement limité. Alors, on va voir comment se traduisent les engagements de BlackRock dans la durée et de quelques autres. Mais c'est clair que si à un moment donné, le sentiment est que le marché va dans cette direction, les États-Unis suivront. Donc voilà, je suis pas sûr que il faille opposer. Ça convergera naturellement. Je voudrais pas que l'Europe se fasse plumer dans la bataille. D'accord. Il va y avoir une bataille autour de ça.
Ça va être, en gros, la bataille, si je veux être un peu caricatural, ça va déterminer le bien et le mal au XXIe siècle en matière financière. Donc des gens vont dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et c'est pas complètement anecdotique. D'accord. Alors justement pour compléter ce point-là, comment jugez-vous la position de la France et savoir si celle-ci est bien positionnée, a bien compris ces enjeux, les a bien identifiés, et si elle est en train d'apporter les réponses adéquates, si je puis dire, via elle-même ou via l'Europe. Alors je pense qu'en France on a un écosystème qui est très intéressant. On a des grands gestionnaires d'actifs, on a des grands assureurs et on a plutôt des gens qui ont compris ces sujets-là assez tôt. Alors après ils évoluent plus ou moins vite. Donc je pense qu'on est plutôt en avance là-dessus. Je pense qu'on a un système académique qui n'est pas encore là où il pourrait être. Je pense que typiquement, moi j'ai un peu travaillé avec Oxford, les grandes universités américaines sont probablement un peu plus en avance sur ces sujets-là. HEC travaille, l'EDEC travaille, enfin il y a un certain nombre d'endroits où ça se passe, mais je pense qu'on pourrait faire un effort académique cohérent pour porter ces sujets-là de manière plus forte. D'un point de vue réglementaire, on est plutôt en avance. Là aussi, on a dans la boîte à outils les obligations de reporting sur le climat, la loi Pacte et la raison d'être, la capacité d'être une société à mission comme l'a choisi Danone ou l'avait choisi Yves Rocher avant lui. Donc on a quand même pas mal de choses. On a beaucoup travaillé. Alors j'ai l'honneur de copiloter le One Planet Lab qui avait été créé par le président de la République en réponse au retrait américain des accords sur le climat, Make Our Planet Great Again. Et là aussi, on travaille avec beaucoup de gens qui en France et en Europe travaillent sur ces questions-là. Donc on a quand même, on est un des pays où il se passe beaucoup de choses, et on est un des pays où je pense que le souci d'intégrité est fort. On a moins je pense qu'on a, encore une fois, c'est compliqué à mesurer, mais je pense qu'on a moins de greenwashing qu'ailleurs. Je vais vous poser encore une autre question. Ça, c'est une question de ma part. J'entendais un grand gérant d'actifs avant de rejoindre cette conférence qui disait que les entreprises privées et toutes les entreprises privées seront, on va dire, scrutées par le consommateur au cours des années à venir, et que ce phénomène va s'accélérer avec la crise sanitaire que nous venons de vivre. Comment voyez-vous cela? Êtes-vous d'accord? Et si oui, comment les entreprises privées doivent-elles accompagner ce mouvement? Alors là, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Le Covid va être un moment où on va voir qui s'est bien comporté et qui s'est mal comporté. Comme je disais tout à l'heure, entre l'entreprise qui rompt unilatéralement ses contrats et qui ne met aucune compensation, et il y a peut-être des chefs d'entreprise parmi ceux qui nous écoutent qui ont été victimes de ce genre de comportement. J'ai un certain nombre d'amis qui dirigent des ETI, comme on dit, industriels ou autres, qui ont eu parfois des relations un peu abruptes avec un certain nombre d'entreprises, et je pense que les mémoires seront longues. Je pense qu'il y a un certain nombre de comportements qui se sont vus, et donc je crois que l'intégrité de l'entreprise, c'est-à-dire la cohérence entre son discours, son action, ses produits, etc., va être une valeur qui va prendre de plus en plus d'importance. En même temps, il ne faut pas non plus s'en raconter d'histoire. On va rentrer dans une crise économique extrêmement brutale. On y est probablement déjà, même si on est dans la phase rebond, mais le chômage va augmenter très fortement à la fin de l'année. Beaucoup d'entreprises vont disparaître. Quand les gens vont être confrontés, quand un chef d'entreprise va être confronté en disant je veux être durable, mais en même temps, ça suppose que je dois couper, etc. C'est pas des décisions simples. Faut pas se raconter d'histoire. Un consommateur qui a des problèmes budgétaires, il dit oui, je préfère du durable, mais mon porte-monnaie ne me permet que de faire ça. Enfin, on va se retrouver dans ces tensions-là très vite. Donc là aussi, il faut rester à la fois, il faut garder le cap, en sachant qu'on va peut-être tirer quelques bords dans les semaines et les mois qui viennent. D'accord. Wolfa, je n'ai plus de questions pour ma part. Eh très bien, on est du coup dans le bon timing. Je tiens à remercier vraiment Bertrand pour avoir partagé votre expérience et votre vision.
C'était très intéressant. Vraiment un grand merci. Je voulais aussi rappeler que le webinaire sera disponible en replay à partir de demain et sur notre site netflixobc.fr. Et pour ma part, je souhaite finir par une note positive parce que je pense vraiment que toute cette finance responsable, c'est un levier extraordinaire à la disposition des banques, des investisseurs, des entreprises, parce que s'il est utilisé de façon efficace et authentique, ça a bien été mentionné pendant ce débat, eh bien, il pourra contribuer à bâtir un monde plus positif pour nous tous. Et sur cette note positive, je voulais vraiment finir ce webinaire, vous remercier encore tous pour votre attention et souhaiter une agréable soirée à tous. À bientôt Bertrand, à bientôt Olivier. Au revoir. Merci Alpha, merci Olivier et merci à tous. Au revoir.